France Culture la nuit, avec vous jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, un patrimoine radiophonique. Paul Léotot, il trouvait qu'il avait rajeuni prodigieusement avec les années. Il tenait des propos extravagants sur les femmes, sur les écrivains, sur ses contemporains. Il jugeait le sentiment, entendre par là être sentimental, comme la dernière des âneries. Embellir la vie pour faire de la littérature, quelle horreur! De toute façon, il n'avait lu aucun des romans publiés depuis la fin de la guerre, ce qui n'empêchait pas, bien sûr, son jugement sur les auteurs. Tout ce qu'aime Léotot, la littérature, les animaux, tout ce qui agace, ce qui assomme, ce qui insupporte Léotot, se trouve dans les entretiens qu'il avait accordés à Robert Mallet au début des années 50 et que vous pouvez réentendre dans les nuits de France Culture. Voici l'avant-dernier rendez-vous. La radiodiffusion française présente Entretien avec Paul Léotot. Propos recueillis et présentés par Robert Mallet. Venons-en à vos idées sur le style. Ce style qui était en vous une sorte de don. Oui, mais vous savez que... enfin, il m'a coûté beaucoup de réflexion. J'ai beaucoup réfléchi, n'est-ce pas? Moi seul, comme ça, j'ai découvert les défauts du style chez les autres et à ne pas imiter. J'ai découvert le mérite de la concision, le mérite de la spontanéité, le mérite de ne jamais travailler, n'est-ce pas? De laisser les choses... Ça, vous avez travaillé et apprendre comment il ne fallait pas travailler. Absolument. Voilà. Alors voulez-vous nous expliquer, en vous servant de votre papier pour éviter les mots un peu vifs, ce que vous pensez du style? L'unique style qui compte pour moi, que je mets au plus haut point, c'est le style de la conversation. Écrire comme on écrit une lettre. En courant, sans y revenir, ou comme on tient une conversation. La conversation, naturellement, de gens qui ont quelque chose dans la tête. 3 fois le même mot dans une phrase ne me gêne nullement. C'est mieux ainsi. J'ai horreur du travail. Permettez-moi de vous interrompre ici sur l'idée de répétition. Vous venez de dire que répéter des mots ne vous gênait en aucune façon. Mais le lecteur, lui, est quelquefois gêné par ces répétitions. Et il se trouve que dans vos textes, j'en ai relevé quelques-unes de ces répétitions que je veux vous soumettre en vous demandant si, franchement, vous les approuvez encore. En voici quelques-unes, si vous permettez. On a l'habitude de s'exclamer... Non, excusez-moi. Elle a l'habitude de s'exclamer en s'adressant, en riant à son partenaire. En s'adressant, en riant à son partenaire. Ah, cela me choque. Ça, c'est pas une répétition, ça. C'est une répétition. Si, c'est une répétition. De son. Ce sont deux participes successifs moi, avec la préposition. Ça me s'égale. Oui, je pense bien d'ailleurs que vous allez me dire, puisque vous avez laissé toutes ces répétitions, vous allez me dire qu'elles vous laissent fort indifférent. Mais moi, elle ne me laisse pas indifférent, c'est pourquoi je voulais. Oui, vous êtes un puriste. Mais vous aussi? Moi, pas du tout. Mais si. Non. La preuve, c'est que tout le temps, quand j'emploie un mot qui vous paraît peu conforme au canon de votre dogme de style, parce que vous employez des mots à la mode d'aujourd'hui, où on parle j'emploie les mots à la mode du temps présent. Oui. Comme vous, en 1900, vous employez des mots nouveaux. Quand je pense qu'hier, vous avez approuvé le mot obsessionnel, n'est-ce pas? C'est un monde. Oui. Mais excusez-moi, là, nous ne parlons pas du mot obsessionnel. En ce moment, je suis... dans une autre obsession, je suis dans celle de vos répétitions. Et alors, voici ce que je relève. Je vis bien qu'elle ne s'était pas trompée et qu'elle remplaçait bien Mademoiselle Leroux. Elle l'a remplacée même si bien... Eh ben oui, je peux, moi, ça. Oui. Oui, ça ne vous fait rien, mais moi, ça me fait quelque chose. Voici encore un autre exemple de ces répétitions. L'empereur le reconnaît. Toi, tu étais à Wagram. Ce que reconnaît le vieux soldat. Bien, je suis persuadé que si vous vous en étiez aperçu de cette répétition du verbe reconnaître, vous auriez changé l'un des deux verbes. C'est venu comme ça. Non, je crois que, vraiment, si vous l'aviez
si vous aviez eu conscience. C'est parce que c'était tellement naturel qu'ensuite vous ne l'avez pas corrigé, parce que vous n'avez pas vu qu'il y avait motif à correction. Mais si vous en étiez aperçu, vous Non, l'aviez corrigé. c'est venu comme ça. Je vous dis, je ne change rien. Et voici, pour terminer, un autre exemple. C'est tout ensemble une œuvre intéressante, curieuse, extrêmement bien conduite, également extrêmement bien écrite. Ces deux adverbes, également extrêmement, je veux dire, me gênent beaucoup. Ah oui. Ah oui, ça oui. me gêne. Oui, ben Parce moi, que je vous trouve un puriste, et alors par moments, Ouais. je ne trouve plus que ce soit du naturel. Ouais. Je trouve vraiment que c'est de la négligence. Ouais. C'est Moi, je deux- m'excuse de vous le dire comme cela, ouais, ça n'a ouais. pas... Eh ben moi, je trouve Je- que ces deux adverbes joints font admirablement. Alors vous leur trouvez donc une musicalité, vous Ouais. qui êtes l'ennemi de Ça la m'est musique. égal. Donc Je- vous n'êtes pas plus sensible à la musique qu'ils ont, alors. Non, 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 Donc c'est parce que vous ne vous en êtes pas aperçu que vous les avez... je ne fais pas attention à ça. Oui. Et puis, où ai-je écrit ça? Vous avez écrit ça à propos d'une pièce de Monsieur Lenormand, Oh, Le temps est un oui. songe, en janvier 1920. Oh, oui, oui. 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 Ah mais je vous cite exactement, je, Oui, je oui. ne vous ai pas Oui, oui, contrefait. Oui, mais tout ça m'est indifférent. Ah ben je sais très bien que ça vous est indifférent, seulement je vous le dis pour vous faire préciser justement ce point de vue, Ouais. qui, de même que vous dites, il y a en réalité très peu de Baudelaire, tout à fait très peu. Ce tout à fait très peu, je dois dire, m'a laissé alors très songeur. Ouais. Vous l'avez écrit dans votre journal, cela, Ouais. en 1938. Eh bien, voyez, les chroniques dramatiques, elles ont été réimprimées. J'ai donc corrigé les épreuves. Jamais tout ne m'est fait attention. Mais je me demande si, en trouvant ces négligences sous la plume d'un autre écrivain, vous seriez aussi indulgent. Ça, je n'en sais rien. Moi, je ne le crois pas. Bon, Mais en somme, si une négligence n'est pas voulue, vous voulez ensuite la garder. je Vous mettez votre volonté à préserver l'involontaire. je c'est vous, bien ça. Je vous dis, les choses qui viennent, je les laisse. Voilà. Elles sont venues comme ça, je n'y touche Mais pas. pourquoi ne pas supposer qu'après s'être exprimé naturellement d'une certaine façon, on éprouve ensuite, avec le même naturel, le besoin de se corriger? Ça, Non, ça vous non, arrive bien non, de vous non. reprendre dans une Du phrase. moment que je dis que les répétitions, pour moi, elles ne sont pas un défaut, alors je ne m'en occupe pas. Alors, c'est... Et puis je vous ferai remarquer qu'il y a un mot de Pascal, quand un mot a besoin d'être répété, répétez-le. Oui, mais quand il n'a pas besoin de lettres, ne le répétez pas. Bah, Je trouve que tous ceux que vous avez répétés là n'avaient pas besoin de lettres. Et vous laissez entendre qu'en somme, pour vous, en tolérant ces négligences, vous admettez qu'il est inutile d'essayer de se perfectionner. moi, Le sur- perfectionnement, pour vous, importe peu. Oui, le perfectionnement, pour moi... C'est quelque chose qui correspond- n'est pas naturel, le perfectionnement. Ah, c'est la connaissance de la langue. Voilà Ça une ne correspond perfection. pas à se laisser aller que vous voudriez Mais toujours si, suivre. mais si. Ah non. De Le ne pas perfectionnement employer- n'est pas une pente qui de descend, ne c'est pas une pente employer un montante. mot pour un autre. De ne pas employer un mot pour un autre, c'est déjà un effort qui n'est plus exactement conforme au naturel que vous prônez. Enfin, moi j'ai appris ma langue en écrivant et en lisant. Aujourd'hui, quand je vois des gens qui se trompent, qui emploient un mot en voulant signifier une chose et qui n'est pas Oui, le ils mot font qui une convient, erreur de sens, ils font un contresens, alors là Oui. c'est autre chose. eh bien, tout de même, c'est grave. Ah, évidemment. Mais je crois qu'il est quelquefois très grave aussi qu'on emploie deux fois le même mot, car les idées ne sont pas toujours exactement concordantes et on ne fait pas, on n'exprime pas les nuances que l'on pourrait exprimer en employant deux mots différents. Vous avez, je vous dis, vous avez des préciosités qui ne sont pas dans... Ah mais non, mais ce n'est ma pas nature. une question Non, de mais préciosité, si, c'est si, une si, question vous êtes- de pureté, au contraire. c'est ça, Et la oui. pureté et la préciosité Ouais. n'ont rien à voir. Ouais, Vous avez écrit, en tout cas, en parlant de Rémy de Gourbon, ouais. il représente le plus bel exemple qu'on puisse offrir d'un perfectionnement continuel dans l'art Voilà, d'écrire. ouais. Eh bien, j'estime que c'est une façon de se perfectionner que d'éliminer de ces textes certaines négligences, certaines répétitions. Et je suis surpris de voir qu'au nom du naturel, vous les acceptiez et que même, en somme, vous glorifiez d'être négligent. Oui, je prise beaucoup la négligence. Enfin, excusez-moi, je vous ai interrompu dans votre développement Et puis, parce que vous avez parlé des répétitions. Maintenant, je Oui. vais vous demander de reprendre le cours Oui. Et puis, de votre si vous exposé. si vous faites le pédagogue comme ça à chaque instant, je n'arriverai jamais à finir mon morceau. Oh, ben, nous finirons un peu plus tard. Voilà. Alors, n'est-ce pas?
Le travail, le souci de la perfection abîme tout. La spontanéité, l'abandon, la négligence. Je n'ai pas de dictionnaire. Je n'ai jamais besoin de chercher un mot. Les faiseurs de beaux styles, les précieux, les maniérés, les gens qui avalent leur canne pour écrire me font pitié. Un Flaubert. Que voulez-vous dire, les gens qui avalent leur canne pour écrire? Pour qui c'est une cérémonie d'écrire? J'en connais comme ça. Un Flaubert, véritable ébéniste littéraire, qui a stiqué partout pour que ça brille. Le résultat, la médiocrité et l'ennui. Ah, le résultat, c'est que ça brillait aussi. Je ne sais plus qui récemment, dans la table ronde, après une nouvelle lecture de Madame Bovary, l'a déclaré assommante pour la monotonie du style, le manque de vivacité. Alors, le jugement de ce critique n'est pas forcément celui de... Voilà, il a fallu que je me retienne pour lui écrire combien il me faisait plaisir. Flaubert parlait ce qu'il écrivait. Mirbeau. Et d'autres encore. Ça tourne à la déclamation. Valéry, le honte de notre temps. Je croyais que vous aviez écrit justement pour ne pas vous laisser emporter par des propos trop vifs. Attendez, et voici que vous arrivez en écrivant à Gardez des mots... vos observations. Valéry, le honte de notre temps, a dit un jour, quand il pleut, dites il pleut. À quoi suffit un employé? Moi je dis, vive l'employé. Monsieur Valéry trouvait qu'on ne doit pas, quand il peut dire il pleut, il faut dire la pluie zébrait l'atmosphère de... voilà. Ouais. Il faut néanmoins, au moins, les qualités de ton, de sensibilité, d'une certaine personnalité. La grande marque, c'est d'écrire en rapport complet avec l'homme qu'on est, et que cela éclate. Des gens comme Romain Rolland, comme Guéhenno, comme Schlumberger, que je me suis laissé aller à essayer de lire, ne sont pas des écrivains. C'est du travail de bureau, et un bavardage, et un talent pour ennuyer, et un manque de sens critique pour soi-même. Ce sont des gens qui ne doivent pas rire souvent. On me citait justement, il y a 3 jours, un mot d'André Gide sur ce monsieur Guéhenno. Il parle du cœur comme d'autres parlent du nez. C'est très joli comme mot. Le mot est très joli, je ne sais pas s'il correspond vraiment à la réalité. Ça va. En tout cas, vous impliquez dans ce mot 2 personnes à la fois, André Gide et Guéhenno, ce qui n'est pas... Avec des compliments à Gide. Et c'est d'autant plus grave que vous avez écrit que c'est prémédité. Voilà. Et puis, je n'aime pas les écrivains à tendance peuple. Cela va pour moi jusqu'à l'écœurement. Ça, c'est pour Guéhenno. Mais qu'appelez-vous un écrivain à tendance peuple? Monsieur Guéhenno. Il y a eu des écrivains qui étaient à tendance populaire, mais qui avaient du style. Un homme comme Vallès, par exemple. C'est ce souvent chose. Tandis que ça. Enfin, après cette condamnation de ces écrivains, Je lisais, arrivez-vous à une certaine approbation? Je lisais aussi tout récemment dans la Gazette des Lettres, qui a ouvert une enquête auprès de certains écrivains pour savoir s'ils sont contents de la façon dont on s'est occupé d'eux dans les histoires de la littérature actuelle. La réponse de Francis de Mieux-Mandre, disant qu'il a publié plus de 20 volumes dont personne n'a parlé. Avouez qu'il faut une dose de vanité ou d'ingéniosité pour révéler ça soi-même. En tout cas, si on n'en a pas parlé, aujourd'hui on en parle, ainsi l'injustice est réparée, par vous. C'est lui aussi qui me disait un jour, au Mercure, comme je parlais de Rouvert, allez donc lui dire d'abord d'apprendre à écrire. Je lui ai fait cette réponse. Apprendre à écrire, à Rouvert. Mais il écrit 100 fois mieux et de façon 100 fois plus intéressante que les gens qui écrivent bien. Il écrit à sa ressemblance. Mais on peut écrire à sa ressemblance et écrire bien. Non. Tenez, c'est un mot de Sainte-Beuve. Un membre de l'Académie écrit comme on doit écrire. Un homme d'esprit écrit comme il écrit. Ça, c'est envoyé. Ça, Un homme d'esprit peut justement écrire très bien aussi. Il peut unir le naturel... Non, mais non, le mot bien n'existe plus.
Il y a là. Mais justement, vous représentez cela, bien écrire. Vous écrivez bien naturellement. Donc on peut écrire à sa ressemblance mais et écrire bien. Non, non. Ah, décidément, nous ne nous entendrons jamais sur cette question. Non, nous ne nous entendrons même pas quand je vous fais des compliments. Voilà. Je trouve que le mot de Sainte-Beuve, c'est la définition du style parfait. Voilà. Un homme d'académie, n'est-ce pas, qui est là. Il faut plaire, il faut conquérir, il faut obéir, il faut se soumettre à certaines règles qui sont admises, n'est-ce pas? Tandis que l'homme qui a de l'esprit et dont la tête un petit peu petite, ça c'est ouvert. Et finalement, sa tête et son style peuvent pétiller et il peut conquérir les suffrages et finir à l'académie. Voyez bien que ce pauvre maman lui dit, allez donc lui dire d'apprendre à écrire. Ben, moi, je trouve que c'est à monsieur Normand qu'on pourrait lui dire, dites donc, enlevez donc un petit peu vos falbalas et vos ornements, n'est-ce pas? Et au lieu de faire Mais vous êtes particulièrement agressif alors que vous aviez l'intention de ne pas l'être. Voilà. Alors, je continue dans le pipe. Je n'ai jamais écrit par obligation. Je tiens la littérature alimentaire pour méprisable. Ça, je suis entièrement de votre avis. C'est pourquoi toute ma vie, j'ai été employé. La matérielle assurée, tant bien que mal, pour assurer ma liberté et n'écrire que lorsque j'y avais plaisir. Et c'est la vérité, c'est peut-être excessif, mais je tiens la littérature alimentaire pour méprisable. Je plains les gens, mais c'est... Non. Je suis au reste arrivé à cette opinion que la littérature, comme tous les arts, sont des fariboles, qu'il n'y a rien d'admirable. Le mot admiration me fait pousser. Il arrive qu'on l'intéresse, qu'on distrait, qu'on plaise, rien de plus. Je ne suis pas plus porté à l'admiration qu'au respect. On peut dire tant pis pour moi, ça m'est égal. Les gens qui se poussent du col pour ce qu'ils écrivent, qui sont heureux des compliments, des honneurs, me font pitié. Permettez-moi ici de vous interrompre encore. Je voudrais vous demander, dites que vous n'êtes pas sensible aux compliments. Donc, pas plus sensible à l'approbation qu'à la désapprobation. Ça m'est égal. Alors pourquoi... Ah, j'aime mieux les observations que les compliments. Il y a toujours quelque chose à tirer des observations, il n'y a rien à tirer des compliments. Chaque fois que, quand on fait une observation, je réfléchis dessus, n'est-ce pas, ça m'intéresse. Voilà, les compliments, qu'on fasse des compliments. Alors pourquoi publiez-vous? Puisque vous ne recherchez pas du tout l'approbation. Ben, je publie Vous pas. ne cherchez pas à éveiller d'écho. Qu'est-ce que vous voulez, n'est-ce pas, on me demande, voilà, moi. Non mais, au début, on ne vous a rien demandé. Vous avez cherché à publier comme tous les jeunes. Vous avez... Jamais. Vos premiers poèmes qui ont paru au Mercure de France. Ça, c'est fini. C'est l'unique fois que j'ai porté un manuscrit quelque part. Unique fois. Ensuite, on vous l'a demandé. Oui. Mais enfin, vous auriez pu dire, non, moi j'écris pour moi, je ne publie pas. Et vous avez non, dit, oui, je veux bien publier. Il y a une différence. Il y a une différence. Une différence dans le Mais si, processus, parce que mais l'aboutissement... Mais moi, je tiens à ceci que j'ai jamais porté de manuscrit nulle part. Oui, c'est une satisfaction d'amour-propre, mais enfin, le résultat est là, vous publiez comme les autres. Et alors, comme justement, vous vous souciez fort peu de l'opinion d'autrui, que vous avez un vrai plaisir à écrire, qu'une fois que le texte est écrit, vous vous en désintéressez complètement, vous me l'avez dit. Alors, que cherchez-vous dans la publication? Ben, écoutez, Vous n'avez pas d'ambition littéraire, vous me l'avez dit aussi. Oui, oui. Alors, je ne vois pas quel est le mobile auquel vous obéissez en publiant. Et vous avez pas mal publié. Quand, par exemple, vous avez laissé faire 2 livres avec vos chroniques dramatiques, Ben, pourquoi l'avez-vous fait? Ben, écoutez, à cette époque-là, tout de même, ça représentait... Moi, je n'avais que les appointements du Mercure. Mais vous venez de me dire que la littérature alimentaire vous Ah non, paraissait mais ça... Non, assez je n'ai... méprisable. Non, Bah, vous je avez n'ai- tout de même Mais non, cherché je à parle gagner- des gens qui écrivent quotidiennement des articles sur des sujets qui doivent peut-être pourraient se corver. Voilà ce que j'appelle la littérature alimentaire. Moi, je n'ai jamais besoin de ça. J'étais employé. Enfin, quand une occasion de profit se présentait avec ce que vous aviez écrit, vous ne la laissiez pas Mais échapper. j'ai mis 3 ans à répondre à la sollicitation de Gallimard. Oui, mais enfin, vous avez répondu Eh ben oui. affirmativement, finalement. Et puis j'ai encore laissé passer 2 ans entre le premier et le second volume. Ça prouve que vous êtes très hésitant, mais enfin, ça ne Non, prouve ça ne prouve pas que que je suis hésitant, ça prouve vous que je renonciez suis à la flemmard. publication. Ah, décidément, écoutez. Oh
Vous obéissez toujours, monsieur Léoto, à ce qu'on pourrait appeler votre bon plaisir. Ce plaisir, bon pour vous, paraît souvent aux autres un mauvais plaisir. C'est ainsi que vous vous êtes attiré la réputation d'être un homme sans principes. Ceux qui prétendent cela sont simplement ceux qui ont des principes différents des autres, des vôtres. Vous êtes de mon avis, je pense. Oui, oui. Et ce sont ces grandes tendances auxquelles vous avez obéi, que vous l'ayez prémédité ou non, ce sont ces grandes tendances que je voudrais vous faire préciser ici. Bon. Ben, je peux vous dire que je me suis toujours férocement appliqué à ne pas faire ce qui m'embêtait et à ne faire que ce qui me plaisait. Oui, c'est ce que j'appelle votre bon plaisir. Oui. Je peux vous en donner cet exemple de très lointain. Quand on m'avait indiqué, étant donné que je n'avais que 40 sous par semaine pour vivre, qu'on pouvait trouver au palais des adresses, des tubes d'avoués demandant un clerc, j'ai dit oui, mais moi je ne vais pas sur la rive droite. Il faut que l'étude soit sur la rive gauche. C'était plus que du bon plaisir, c'était du caprice. C'est vous, pardon, il y avait un goût. Il y avait un goût Un goût capricieux. Écoutez tout de même, je préférais la rive gauche à la rive droite. Voilà. Bon. Oui, mais quand sa situation est en jeu, il me semble qu'on va passer sur ces petits goûts-là. La situation n'a jamais influencé sur moi là-dessus. Non, jamais, rien. Et alors j'ai trouvé une étude de Voltaire. Bon. Alors je vous dis, je ne me suis jamais toujours appliqué à ne faire que ce qui me plaise. Vous avez eu bien de la chance, car souvent on voudrait faire ce qui plaît, mais on ne peut pas. Ah, parce que vous êtes esclave d'un tas de contingences. Moi, je n'ai jamais été esclave de contingences. Oh, vous l'êtes sans le savoir. Mais pas du tout. Sans le reconnaître. Mais pas du tout. Ainsi, j'ai été employé, n'est-ce pas, pendant 33 ans au Mercure de France. Eh bien, vous avez été 33 ans esclave d'une certaine profession. Mais pas du tout. J'avais mon devoir, je faisais mon service. Bon, vous aviez votre devoir, or qui dit devoir dit forcément servitude. J'étais employé, je touchais de l'argent pour ça, c'était de mon honnêteté, je devais faire mon travail qui me durait, qui me plaisait beaucoup. Mais quand j'avais envie de prendre mon chapeau, rien au monde n'aurait pu m'empêcher de prendre mon chapeau. Oui, mais vous ne preniez votre chapeau que lorsque votre travail était terminé. Oui. Donc vous étiez esclave de votre travail. Mais non, quand on est un homme de lettres et que l'on est employé dans un bureau où on reçoit toute la journée des gens de lettres, c'est pas l'esclavage. Et puis M. Vallet était... C'est peut-être le pire des esclavages, à mon avis. Oh, décidément, écoutez, vraiment... Enfin, je voulais dire que vous n'avez jamais posé au philosophe. Là, vous êtes de mon avis. Oui. Et vous êtes même le contraire du philosophe. Vous avez répudié toute philosophie de votre vie. Et cependant, en définitive, et je crains fort de ne pas vous plaire en vous disant ça, en définitive, quand on considère votre vie, on s'aperçoit que vous avez appliqué spontanément une sorte de philosophie. Vous êtes exactement à l'opposé de Schopenhauer, qui se réclamait toute sa vie de grands principes auxquels il ne s'est jamais soumis. Vous vous êtes toujours déclaré insoumis à toutes les conventions, et finalement, cette absence de conformisme est une forme de philosophie, c'est une espèce de conformation plus que de conformité. Je n'aime pas le mot philosophie, je dis moi morale, c'est-à-dire une règle de conduite, je vous dis, ainsi par exemple, je n'ai jamais tenté, je n'ai même jamais vu l'esprit, je n'ai jamais tenté dans ma vie de prendre la place d'un autre ou de passer devant un autre. Jamais. Oui. Jamais. Pour vous, c'est un principe moral qui n'a rien à voir avec la philosophie. Absolument. Non, pour moi, le mot philosophie n'implique aucune idée livresque. C'est une idée plutôt de sagesse. Ouais. Vous avez tout de même obéi à certains principes de sagesse, en état de ne pas vouloir passer devant les autres. Maintenant, il faut dire que je n'ai jamais su ce que c'est que l'ambition. C'est peut-être ce qui m'a rendu si vertueux. Non, je voulais insister sur cette idée qui vous déplaît, que, en somme, vous obéissez. Ce mot obéissance vous déplaît aussi. Vous obéissez à certains principes, mais ces principes, vous ne les reconnaissez pas. C'est la seule différence. Mais je n'obéis à aucun principe. Et si, vous obéissez d'abord, d'après vous, au principe, pas avoir d'ambition. C'en est un. J'obéis surtout à ce principe de ne nuire à personne. Voilà. Eh bien, c'est un principe. Et je m'en voudrais de nuire à quelqu'un dans sa carrière ou de chercher à passer devant, comme il paraît-il que ça se pratique sur une grande échelle. Eh bien, renonçons à ce mot philosophie et gardons ce mot moral. Ouais. Vous avez dit, je suis un moraliste à rebours. Ouais. Qu'avez-vous voulu exprimer par là? Ah, parce que j'ai trouvé que j'exprimais aussi une sorte de morale contraire à la morale conventionnelle. Voilà. Et du reste,
Je crois que c'est Benjamin Crémieux qui a dit, mais certainement qu'il Oui, c'est est un Benjamin. moraliste à rebours, mais il est un moraliste. Donc Seulement, vous admettez que vous êtes un moraliste. Oui, mais je vous dis, j'ai toujours agi. Vous prenez la morale à contre-courant, Oui, enfin, vous la considérez. Écoutez, j'estime que je prends une morale plus vraie. Voilà, parce que ma morale n'est pas hypocrite. Mais c'est une forme de, je ne veux pas dire de présomption, mais enfin tout de Ah, même. En tout cas, il y a dans cette... Nous avons la morale courante, elle est hypocrite. La morale courante n'est... La morale aboutit courante, forcément à une hypocrisie, mais elle n'est pas la hypocrite à morale la base. courante est faite de lieux communs pour maintenir la société dans de bonnes limites. Voilà. Moi, la mienne n'est pas comme ça. Il faut s'inscrire dans un ordre social, sinon on accède à l'anarchie. D'ailleurs, vous le dites vous-même. Vous dites, si tout le monde était comme moi, eh bien, ça ne marcherait peut-être pas si bien. Pas du tout. Vous le dites, j'ai le texte sous les yeux, je vais vous le dire. J'ai dit, s'il n'y avait que des hommes comme moi, il n'y aurait pas besoin de législation. Alors, voici ce que vous avez dit exactement. Je ne pose pas, croyez-le bien, puisque ce que je suis, je me reproche parfois de l'être, me disant que si tous étaient comme moi, le péril serait grand pour bien des choses. Ouais. Mais qu'y faire? En bien des choses, j'ai poussé de singulières façons, et qui m'a joué bien des tours fâcheux pour moi. Croyez-moi, je ne m'aime pas toujours tel que je suis. Oui, bon. Bien, ce texte correspond à votre idéal de vérité, et vous dites que, véritablement, si tout le monde pensait comme vous, ce serait l'anarchie, et vous ne voulez pas l'anarchie car vous restez très discipliné. Je ne suis pas discipliné puisque je n'ai obéi à personne. Mais vous obéissez à vous-même au principe que vous vous Ben, êtes vous venez vous formulé. employer le mot discipliné comme quelqu'un qui subit une discipline. Enfin, quand vous avez été employé pendant 33 ans, Ah vous oui, subissiez une mais vous discipline. parlez aujourd'hui. Aujourd'hui, vous êtes aussi très discipliné. Ah, ben, avec quoi? Je suis Avec- discipliné à l'égard de mon travail, un point c'est tout. Ben, Mais c'est faisons une ça. discipline comme une autre. Je suis libre de m'en aller, je suis libre de ne rien faire, je suis libre de tout. En somme, vous posez à l'homme libre. Ben oui, Et c'est votre prétention. à l'homme sans attache, voilà le mot, sans attache. Je n'ai aucune attache. Non, vous dites que vous n'avez aucune attache, mais vous avez des attaches quand ce ne serait que ces animaux qui vous attendent le soir et dont vous êtes obligé de vous occuper. Je suis uniquement attaché à mes chats, en effet. Eh bien, c'est une tout. forme d'attachement très... L'univers Si. peut mourir, Mais ça pas ne vos me chats. fera rien. Oui, mais si vos chats mouraient, ça vous Ça ferait... me ferait de la peine. Donc, bon, vous avez du sentiment et vous avez de l'attachement et vous ne pouvez pas vous détacher des choses. Vous êtes comme tout le monde. Vous auriez fait un bon confesseur parce que vous avez une certaine adresse à arranger les choses selon une thèse. Voilà. Je ne sais pas si je dois prendre ça pour un compliment ou au contraire pour un blâme. Il y a beaucoup d'art dans le confesseur. Mais vous détestez l'art. Oui, enfin d'art d'adresse, si vous voulez, de artifice, si vous voulez. Ah, merci, vraiment, vous êtes très aimable. Enfin, vous avez dit, et là je vous cite encore parce que souvent vous prétendez que c'est moi qui avance les choses tout à fait à la légère en les inventant. Mais là, je vais vous citer. Vous dites, je ne méprise rien. J'aime ou je n'aime pas. Et s'il m'arrive d'exprimer une opinion littéraire, je dis toujours, c'est mon opinion à moi et rien de plus. J'aurais honte qu'on puisse dire avec vérité que je méprise l'œuvre des écrivains dont j'ai dit du mal. Pauvre homme, pourrait-on dire, pour qui se prend-il? Vous déclarez donc là que vous ne méprisez rien, que vous aimez, que vous n'aimez pas, Voilà. et vous ne cherchez pas à justifier Non. vos goûts, Et puis, vos dégoûts. ouais. Chaque fois que je donne une appréciation, je dis toujours, c'est mon opinion personnelle, rien de plus. N'est-ce pas? Mais enfin, c'est mon opinion. Vous passez donc par des alternances, vous êtes par moments l'homme le plus intolérant dans ce que vous dites, et puis ensuite vous passez pour l'homme le plus tolérant puisque vous tolérez... Mais je suis jamais intolérant. Mais quand les autres sont en jeu, je me garde d'être dominateur. Vous avez dit, il ne faut pas avoir peur de ses propres idées, ni peur de les exprimer, même quand elles vont à l'encontre des idées admises, surtout si elles vont à l'encontre des idées admises. Tiens, mais ouais, j'ai écrit ça. Vous avez écrit ça, il y a bien longtemps évidemment, il y a 51 ans, en avril 1899, et cela a paru dans le Mercure de France de février 1940. Bon. Donc, en 1899, il y a 51 ans, vous aviez exactement la même conception que de nos jours. Vous n'avez pas varié sur ce point. Non. Et je relève, dans ce que vous dites,
cette petite phrase terminale. Il faut exprimer les idées, surtout si elles vont à l'encontre des idées admises. Et je vois là une espèce de perversité, parce que vous ne dites pas il faut les exprimer même quand elles vont à l'encontre. Vous dites surtout quand elles vont à l'encontre. Et j'ai l'impression que c'est cela que vous avez fait dans votre vie. Vous avez ce goût de choquer. Non. Non. Et puis alors, il me vient à l'esprit le terme pour me qualifier qui vaut mieux que anarchiste, c'est individualiste. Voilà le mot qui me caractérise. Pas anarchiste, individualiste. Oui, vous poussez l'individualisme jusqu'aux limites les plus extrêmes, jusqu'aux limites où, justement, on frise l'anarchie. Ouais. Mais vous êtes un individu qui aimait aller librement dans la servitude. Je crois que vous êtes comme presque tous les individus. Seulement, vous n'acceptez pas la servitude des autres hommes, vous voulez forger vous-même. C'est la seule différence. Vous paraissez l'homme le moins libéral, et au fond, vous êtes un champion du libéralisme. Parce que vous admettez qu'on dise de vous le plus grand mal. Quelquefois, vous l'acceptez plus ou moins bien. Non. Dans le principe, vous l'admettez. J'ai toujours été indifférent. J'avoue, je ne sais pas, vous êtes trop jeune pour avoir connu ça. Je ne sais plus, c'est vers 24 et 25, il y avait une revue d'Action française dont j'ai oublié absolument le titre. Et on a publié dans cette revue un article extrêmement bien fait, extrêmement amusant à lire, qui s'appelait « Le talent et l'abjection du sœur Léoto Boissard ». L'humeur m'a dit, vous savez, Léoto, si vous voulez répondre, les pages de Mercure, mais je suis jamais de la vie. Je tiens que quiconque publie seulement 3 lignes est justiciable de l'opinion de n'importe qui. Voilà, ça c'est mon principe, absolument. Voilà. Mais vous tenez tout de même, quelquefois, à faire de vous un portrait qui ne soit pas aussi cruel que celui que l'on fait de vous. Vous travaillez à rétablir ce qui vous paraît être la vérité. Je ne sais pas encore. Et notamment dans une lettre qui n'a pas été écrite il y a 51 ans, celle-là, dans une lettre écrite il y a quelques années à André Rouvert, vous dites « Je ne suis pas méchant pour dessous, je suis vif, spontané, je dis carrément ce que je pense, voilà tout. » Mais oui, je ne suis pas méchant. Je ne suis pas méchant. Vous tenez donc tout de même à ce que l'on ait de vous une opinion qui ne soit pas trop fâcheuse. L'opinion de vos semblables... Je suis incapable, je n'ai jamais fait une méchanceté à personne. C'est-à-dire que vous en avez fait, non, sans peut-être les avoir préméditer. Oh, écoutez tout de même, n'est-ce pas? Il m'a suffi de lire vos chroniques de Maurice Boissard. Mais c'était de la malice. Ah, une malice, oui, qui allait jusqu'à la malignité. Non, non, et puis des méchancetés écrites, ce ne sont pas des méchancetés actives. J'avais l'impression qu'elles étaient au contraire beaucoup plus être un homme méchant, c'est nuire par derrière à quelqu'un avec certains propos inventés ou véridiques. Il y a une façon d'être méchant en nuisant par devant. Et c'est ce que vous avez fait. Vous avez toujours dit, je ne suis pas perfide, moi je dis le mal en face. Oui. En effet. Ben oui. Mais enfin, vous faites le mal quand même. Il n'est peut-être pas perfide, mais vous le faites. Bon, ça me fait... Non. C'est-à-dire que vous êtes assez indifférent au mal que vous pouvez faire et que celui que les autres vous font vous laisse aussi assez indifférent. Non. J'ai écrit aussi dans une chronique dramatique, n'est-ce pas? On trouve que je vieillis parce que j'ai écrit. J'ai été quelquefois bien féroce pour des auteurs dramatiques, tout ça. Mon Dieu, j'ai eu tort parce que si j'avais connu cet auteur dramatique, il m'aurait dit, oui, qu'est-ce que vous... Naturellement, ma pièce ne vaut rien, je suis le premier à le savoir, qu'est-ce que vous voulez, tout le monde ne peut pas avoir du talent. J'aurais dit, mais mon cher monsieur, vous êtes charmant, serrons-nous la main. Et j'aurais dit, c'est un homme qui n'a pas beaucoup de talent, voilà tout. Oui. Vous n'avez jamais pu renoncer à faire un bon mot sur le dos des autres? Ah, certainement non. Oui. Vous n'êtes pas fait pour le renoncement et surtout pas pour celui-là. Vous avez toujours encore... Voilà une méchanceté de votre part. Mais ce n'est pas une perfidie. C'est une pointe. Ah oui, c'est une pointe très acérée, je dois dire. Ouais. Mais je dois dire qu'on vous pardonne souvent votre manque d'esprit de charité parce que vous le compensez par un véritable esprit, très spirituel. Oui. Et cette phrase que vous avez dite dans Propos d'un jour m'a beaucoup amusé. Vous avez dit, j'ai rencontré si peu d'esprit autour de moi qu'il a bien fallu que j'utilise le mien. Oui, parce que Jaloux avait écrit, n'est-ce pas? Ce qui gêne, c'est de voir M. Léoto citer nombre de bons mots de lui, n'est-ce pas? J'ai répondu, ça, oui, que vous l'ayez... Moi, j'en ai peur, alors je me sers. Et vous vous êtes bien servi. Oui. Enfin, vous voici maintenant âgé de... Moi, je commence 80. Et vous avez l'impression d'être très libre? Oui. De mener une existence sans servitude? Oui. Entouré de vos animaux affectueux? Oui.
Une existence sans sentiment, Ouais, heureusement. que vous dites. Oui, Une existence tout à fait calme et en somme assez sereine. oui. Vous accédez à cette partie de la vie qui souvent, pour beaucoup, est pleine d'angoisse physique et métaphysique. Je n'ai pas physique, je pense que, enfin, je vivrai encore métaphysique, je n'ai jamais connu ça. Voilà. Vous dites la plus belle jeunesse, c'est la jeunesse de l'esprit quand on est âgé. Oui. Cette jeunesse, vous l'avez conservée avec beaucoup Ouais, de ouais. verdeur. Oui, je trouve que c'est une forme du bonheur que d'atteindre un certain âge et de garder encore au moins tous ses moyens intellectuels. Et quelles sont, à l'heure actuelle, pour vous, dans cette vie, qui en somme correspond à ce que vous avez voulu qu'elle soit, quelles sont les satisfactions que vous éprouvez? Écrire mon journal, et c'est tout. Et fumer. Des satisfactions très simples. Ouais. Cela correspond donc exactement à ce que vous avez écrit il y a quelques années? Allons, les livres, la Ouais. rêverie, la solitude. La solitude devant mon papier et mes 2 bougies. Et le plaisir d'écrire. Contente-toi de cela. Pourquoi tu es fait uniquement? Ouais. Là, je crois vraiment que vous aviez renoncé en écrivant ça à toute ambition. Ouais. Et Mais- même à d'autres choses. À d'autres choses. Ouais. Que voulez-vous dire par là? Certain plaisir. Cela me paraît assez normal. Pourquoi? Quand j'ai écrit ça, je n'avais pas l'âge que j'ai. C'était une sorte de précocité alors dans Non, c'est le une renoncement. constatation. C'est pas un renoncement, c'est une constatation. Puisque tu n'as pas de chance de ce côté-là. Contente-toi, ça. Vous n'éprouvez donc aucun regret. Non. Ah, si. Vous avez dit que la vieillesse était l'enfer des hommes. Non. Si, vous l'avez dit. Non. Si, quand Non. il y a une 50aine d'années. Non. Vous avez dit quelque chose d'approchant alors. Ah non. Je me serais pas permis de dire ça. Parce qu'il y a le mot de la Rochefoucauld, l'enfer des femmes, c'est la vieillesse. Et que vraiment, je n'ai pas l'habitude de paraphraser comme ça. Oui, alors vous avez dû citer le mot de La Rochefoucauld en disant que ce n'était pas seulement pour les femmes que la vieillesse était un enfer. Ah oui, peut-être. Donc, J'ai je dit- ne me trompe oui, pas Oui, dans oui, j'ai l'esprit mis. de ce que Et vous dites. pour certains hommes aussi, en effet. Oui, oui. Avez-vous l'impression de vivre dans cet état un peu infernal? Non. Vous êtes donc très résigné? Oui, je suis résigné. Il y a des choses sur lesquelles je mets une barre, puisqu'il n'y a pas moyen. Eh Voilà. bien, c'est bien exactement la résignation, c'est justement... Mais non, Je n'aime pas. c'est de la solidité. C'est pas de la résignation. Je ne gémis pas. Je n'y pense non plus. Ça fait 2. Et vous n'y pensez vraiment pas? Malgré que moi, j'y pense. En somme, vous avez passé votre vie à vouloir être un homme libre. Vous l'avez été dans toute la mesure du possible. Vous n'avez jamais hésité à choquer les autres en disant ce que vous pensiez. Et vous représentez exactement l'homme qui se sent libre, mais qui ne l'est peut-être pas autant qu'il dit qu'il l'est. On vous qualifie toujours d'anarchiste, vous l'avez reconnu vous-même, vous êtes plus un individualiste qu'un anarchiste. Et je crois, j'ai l'impression qu'au fond, vous êtes un homme qui est fait pour marcher dans une voie toute régulière, et que vos saillies sont plutôt celles d'un esprit fantaisiste que d'un esprit qui veut accomplir une révolution. Oh oui, oui. Il n'y a rien que je trouve idiot comme une révolution. Parce que vous dépossédez une classe. Les avantages de cette classe dépossédée passent à une autre, qui aussitôt qu'elle remplace le dépossédé, joue le même jeu. Car, vous savez, il en est des révolutionnaires, comme des hommes de gouvernement. L'homme d'extrême gauche qui va s'y faire, s'il arrive au pouvoir, il dit, ah, mais c'est pas la même chose. Et vous avez, dans votre vie, toujours fait le procès de l'héroïsme. Vous n'y croyez pas. Non. Oh, oui, ça va même plus loin. Ça va jusqu'où? Sur la stupidité. Et l'on a dit, Paul Léoto, à force d'avoir pris parti contre l'héroïsme, sans se soucier des inimitiés et des attaques que cela lui valait, à force d'avoir été contre les héros, on le prend lui-même pour un héros. Et l'on a ajouté, ce sera son châtiment.
C'était Entretien avec Paul Léotot. Propos recueillis et présentés par Robert Mallet. Ces entretiens Paul Léotot, Robert Mallet, réalisés par Georges Godbert, ont été diffusés pour la première fois sur la chaîne nationale en juin 1951. Demain, à la même heure, dans les nuits de France Culture, suite et fin, et oui, de ces entretiens.